Dans cette séquence, nous allons aborder la composition, l'organisation et la formation des sols. Voyons dans un premier temps les caractéristiques d'un sol. On peut utiliser un système d'information géolocalisé comme le programme SoilGrid qui permet de connaître les caractéristiques des sols d'une zone dans laquelle on souhaite travailler. Grâce au programme, on peut obtenir des informations variées sur les caractéristiques physico-chimiques des sols, leur épaisseur et le type de sol par exemple. On étudie ici 3 sols complètement différents au Congo, au Mali et dans le nord de la France. Une première caractéristique du sol est son épaisseur avant de rencontrer en profondeur de la roche. On constate par exemple que les sols africains sont beaucoup plus épais que le sol français. On peut obtenir des informations aussi sur le drainage des sols, c'est-à-dire leur capacité à laisser l'eau s'écouler. On peut connaître la nature des sols grâce en fragments grossiers, en limon ou en sable. Dans cet exemple, on voit que le sol français étudié ici est moins argileux que les autres, mais on constate qu'il possède une forte proportion de limons qui sont très fertiles. On constate par ailleurs que dans le sol de Bamako, il y a beaucoup de fragments grossiers de grande taille qui rend le travail du sol et la culture plus difficile. Enfin, on peut étudier les propriétés chimiques de ces différents sols et en particulier un paramètre important qui est l'acidité du sol. Dans cet exemple, c'est le sol de Brazzaville qui est le plus acide. Un sol est constitué de matière minérale, de matière organique ainsi que d'éléments sous forme liquide et gazeuse. La composition du sol peut être modifiée à l'aide par exemple d'engrais organiques, minéral ou organo-minéral. Voici quelques exemples de matières minérales qui sont présentes dans le sol et qui sont nécessaires à la croissance des plantes. L'ion ammonium par exemple, de formule NH4+, entre dans la constitution de la matière azotée des plantes. C'est un élément particulièrement important pendant la phase de croissance. On peut noter que les éléments constitutifs du sol s'associent pour former ce que l'on appelle le complexe argilo-humique, qui est un élément important pour définir la notion de sol cultivable. On peut montrer qu'il existe une grande diversité de sols. Le sol qui est visible sur cette photographie, qui est caractérisé par sa couleur rouge, témoigne de sa richesse en oxyde de fer. Il s'agit de ce que l'on appelle un sol latéritique. On en trouve beaucoup en Afrique ou dans les pays au climat tropical ou équatorial. Il existe des sols qui sont riches en limon, que l'on appelle des sols limoneux, d'autres argileux qui collent aux chaussures lorsqu'il a plu ou qui forment des fentes de dessiccation lorsqu'ils sont secs. Quand on construit des maisons dans un tel type de sol, elles sont soumises à une déformation lorsque l'argile humide gonfle ou quand l'argile sèche se rétracte. Il existe aussi des sols que l'on appelle sableux ou des sols que l'on qualifie de calcaires. La France présente une grande diversité de sols qui ne présentent pas tous la même fertilité et donc la même capacité pour l'agriculture. Les sols limoneux par exemple sont très fertiles. On peut donc résumer quelques grands types de sols qui existent. Les sols présentent une organisation particulière. Ils sont organisés en couches superposées que l'on appelle des horizons. En profondeur, on trouve la roche-mère qui peut être granitique ou calcaire par exemple. Les horizons correspondent à des états de transformation du sol. En surface, l'horizon se caractérise par l'accumulation de nombreux végétaux en décomposition comme des feuilles mortes, c'est ce que l'on appelle la litière. Juste en dessous, on trouve la litière transformée en humus. Abordons maintenant les conditions de formation d'un sol. On peut formuler l'hypothèse que ces sols se forment par l'action de l'eau sur la roche-mère, et on peut aussi envisager que les êtres vivants du sol doivent interagir dans la formation et l'évolution des sols. Sur cette photographie, on distingue en haut la formation d'un sol peu épais qui contient de très nombreux blocs rocheux, et en dessous la roche-mère. En y regardant de plus près, on observe mieux la relation entre la roche-mère et le sol en formation. Ici, la roche-mère est du granit. Dans d'autres régions, la roche-mère est par exemple de nature calcaire. Le sol se forme à partir de l'altération physique et chimique de la roche-mère sous l'action de l'eau et de la température, tel qu'on a pu le voir dans la séquence sur l'altération des roches. On rappelle par exemple que l'eau possède un pouvoir de dissolution et un pouvoir d'hydrolyse. Ce schéma permet de montrer les étapes de formation d'un sol avec la constitution progressive de différents horizons constituant un sol de plus en plus épais, dans lequel la végétation joue un rôle majeur en interaction avec le sol. Les racines des végétaux participent à la constitution du sol et le sol s'enrichit progressivement en matière organique.
Nous allons aborder dans un deuxième temps l'interaction entre le sol et la biosphère, avec pour objectif de déterminer les rôles des êtres vivants du sol. On rappelle que le sol est un élément complexe. Il est constitué de biomasse morte comme les feuilles, les brindilles, les racines ou des animaux morts. Il est aussi constitué de matière minérale et d'une biomasse vivante qui correspond aux êtres vivants du sol. Il y a des organismes qui sont présents dans le sol que l'on connaît bien comme les taupes, les lombrics, les fourmis ou les cloportes. On peut donner d'autres exemples comme les colamboles, les pseudoscorpions, les gloméris, les lithobies et les acariens. Ces organismes du sol établissent entre eux des chaînes alimentaires dont on peut en donner quelques exemples. Les végétaux morts sont mangés par exemple par le lombric, qui est à son tour mangé par la lithobie. Ça constitue une première chaîne alimentaire. Mais on peut aussi dire que les végétaux morts sont mangés par le colambole, qui à son tour est mangé par la lithobie, ce qui correspond à une deuxième chaîne alimentaire. On peut en proposer une troisième, les feuilles mortes sont mangées par le colambole, qui est mangé par le pseudoscorpion. On peut noter qu'il existe une interconnexion entre ces différentes chaînes alimentaires, et que ces interconnexions constituent ce que l'on appelle le réseau trophique du sol. Pour terminer, on peut dire que certains organismes du sol jouent le rôle de décomposeurs et qu'ils participent ainsi au recyclage de la matière organique en matière minérale, qui pourra à son tour être réutilisée par les végétaux. C'est ce que l'on appelle le cycle de la matière.